13h30 sur LCI, le 12-14 continue dans un quart d'heure. Toute l'actualité politique avec Judith Vintraube du Figaro, les derniers sondages, la menace du 49-3, le week-end sportif de François Hollande ou encore l'avenir de Dominique Strauss-Kahn. Les sujets ne manquent pas, mais d'abord les titres de ce lundi avec vous Hortense. Et à la une, François Hollande qui inaugure le salon du Bourget. Le président a laissé entrevoir de bonnes nouvelles en termes de contrats commerciaux, à la fois dans le domaine civil et militaire. L'ouverture du procès à Montpellier des frères Karabatic. Ils comparaissent avec 14 autres prévenus dans l'affaire de Paris suspect liée à un match de handball, match présumé truqué qui opposait en mai 2012 Cesson à Montpellier. Et puis cette incertitude depuis ce matin, Mokhtar Belmokhtar, chef djihadiste algérien, a-t-il été tué ? C'est ce qu'affirme en tout cas la Libye, mais le Pentagone ne confirme pas. Mais on commence ce journal par ce violent incendie à Nantes, à la basilique Saint-Donatien. Le feu a pris vers 10h30. Les autorités parlent de 90 pompiers mobilisés, des dizaines de centres de secours engagés et même des moyens aériens. La quasi-totalité de la toiture est détruite, mais nouvelle rassurante, il semble, Benoît, que le feu soit enfin maîtrisé. C'est ce qu'annoncent en effet les pompiers sur le compte officiel SDIS 44. Feu circonscrit, pas de blessés, pas de risque de propagation, mais, précise-t-il, risque d'effondrement de la toiture et d'une partie de l'édifice. Tout le quartier est donc bouclé. Ce sont les internautes comme Alex qui a posté une de ses premières photos qui se sont émus les premiers de cette énorme fumée qui se dégageait de la basilique Saint-Donatien, l'une des deux basiliques de Nantes. Cette photo de Mathilde Moreau a été l'une des plus reprises puisqu'on a vu la toiture disparaître, vous le voyez, en quelques minutes. Donc, Elodie aussi dit que c'est horrible, beaucoup d'émotions devant l'incendie de ce bâtiment du 19e, incendie dû à une manœuvre accidentelle des couvreurs qui intervenaient sur la toiture. Ils effectuaient des soudures quand le feu a pris. Ça serait donc d'origine accidentelle, précise Ouest France. Ouest France qui se souvient aussi qu'en 1972, déjà, la cathédrale avait brûlé après qu'un couvreur, là encore, ait mal manipulé son chalumeau. Décidément, l'histoire semble se répéter. Jean-Marc Ayrault se dit affecté par ce violent incendie. Il envoie ses pensées émues et sa solidarité aux Nantais et au secours. Le curé dit qu'il a pu sauver ses affaires de Metz. On craint simplement, à part donc l'effondrement d'une partie de l'édifice, que l'orgue quarantenaire ait, lui, souffert de cet incendie puisqu'ils n'ont pas eu le temps de le protéger. Voilà pour les dernières nouvelles nantaises. D'accord, et sachez que le quartier reste bouclé, particulièrement la place des Enfants Nantais où se trouve la basilique Saint-Donatien. Prenons la direction du Bourget. François Hollande a inauguré ce matin le Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Ce 51e salon est celui d'un match Airbus contre Boeing. Plusieurs commandes fermes ont déjà été annoncées de la part des deux constructeurs. Isabelle Gounin est sur place pour LCI. C'est un salon du Bourget qui commence particulièrement bien pour Airbus avec déjà l'annonce dès ce matin de plusieurs prises de commandes. Elles devraient se poursuivre, notamment avec la compagnie Saudia Airlines. Le match, le duel avec Boeing va également continuer. Boeing qui devrait annoncer de son côté des contrats pour son 737 MAX. Et puis l'une des grandes vedettes de ce salon, ce sera bien sûr le Rafale, après ses récents succès commerciaux, que ce soit en Inde, au Qatar ou encore en Égypte. Le président de la République lui-même l'a confirmé ce matin à son arrivée ici au Salon du Bourget. Je vous propose de l'écouter. Je rappelle que ce sont les entreprises qui font les marchés et qui font les succès. Et que le rôle des pouvoirs publics, c'est de les accompagner, de les appuyer. C'est ce que nous avons fait. C'est ce qui nous a permis, notamment sur le contrat Rafale, avec le ministre de la Défense, d'obtenir autant de bonnes réalisations. Et nous en avons d'autres encore à essayer de produire et de conclure. Et c'est ce que nous allons faire encore dans les prochaines semaines et les prochains mois. Nous avons de grands espoirs pour des succès commerciaux du Rafale, mais aussi pour d'autres opérations.
L'autre vedette du salon, eh bien, ce sera l'A400M, un A400M qui va refaire des démonstrations que l'on va revoir en vol 1 mois et demi après donc l'accident de Séville qui s'était donc conclu par un crash et le décès de 4 personnes. Donc au total, eh bien, ce salon du Bourget, ce sont ici plus de 2000 exposants, plus de 300 000 visiteurs qui sont attendus et notamment 140 000 professionnels dès aujourd'hui. Une preuve de l'engouement des professionnels pour ce secteur où la France aéronautique est aujourd'hui en pointe. Il y aura également des annonces concernant le spatial, puisque le Bourget, c'est le salon à la fois de l'aéronautique et du spatial. On parlera également beaucoup emploi, le secteur aujourd'hui recrutant beaucoup d'emplois. Et puis il sera également question ici d'environnement dans la perspective de la COP21 qui doit se tenir à la fin de l'année en France. Autre temps fort de la journée au ministère de l'Intérieur, première réunion de la nouvelle instance de l'Islam de France. Manuel Valls et Bernard Cazeneuve reçoivent les représentants du culte et l'objectif est clair, renouer le lien avec les musulmans après l'échec en 2003 du CFCM. Nous retrouvons Cyril Adrians, Place Beauvau. La franchise nous oblige à reconnaître les limites du Conseil français du culte musulman, le CFCM, car la réalité de l'islam en France est complexe. Voilà les mots du Premier ministre pour ouvrir cette journée de travail et de débat autour de l'islam en France. En tout cas, ici, Place Beauvau, d'un côté comme de l'autre, on reconnaît notamment que le CFCM n'est pas assez diverse, ne représente pas la communauté musulmane dans son ensemble, qu'il faut le faire évoluer, raison pour laquelle 120 représentants de la communauté musulmane sont ici Place Beauvau jusqu'à 16h30 avec parmi eux des aumôniers, il y a aussi des imams, des recteurs de mosquées, des islamologues et le Premier ministre leur a demandé notamment de changer, je cite, l'image de l'islam. Je vous propose de l'écouter. L'islam suscite aussi une inquiétude. L'islam suscite encore des incompréhensions, des a priori, du rejet chez une partie de nos concitoyens, des amalgames dont vous êtes victimes. L'islam est en France pour y rester. C'est la deuxième religion de notre pays. Il faut donc mener le combat des consciences et faire jaillir au grand jour ce qu'est la réalité de l'islam en France. Et pour gagner ce combat, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Et parmi les mesures qui seront annoncées cet après-midi par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, il devrait y avoir notamment une nouvelle formation des imams avec à la clé un diplôme et l'exigence d'une meilleure connaissance de la langue française. Il devrait également y avoir une augmentation des revenus pour les aumôniers en prison. Voilà donc pour ces objectifs d'apaisement, d'accompagnement de l'islam en France, mais aussi de meilleur contrôle dans un contexte de lutte contre toutes les formes de dérive. Il s'agit du démantèlement d'un des plus gros points de vente de drogue de la Castellane, cité des quartiers nord de Marseille. Tôt ce matin, une vaste opération s'est tenue. Elle a abouti à une trentaine d'interpellations. Des perquisitions ont aussi permis la découverte d'armes. Et le chauffeur de la sénatrice Samia Ghali est entendu en vue de vérification. En marge des interpellations de ce matin, voyez ce reportage à Marseille de Sébastien Pouquet. Pas moins de 400 policiers mobilisés ce matin. Leur objectif, l'un des 3 réseaux de la cité Castellane. Ici, le réseau de la place du Mérou, un haut lieu du trafic de stupéfiants marseillais, avec un chiffre d'affaires quotidien de plus de 20 000 euros. Bilan de l'opération, 33 personnes interpellées placées en garde à vue, comme cet homme, sans doute l'une des têtes pensantes de ce haut lieu du trafic. Cette opération s'inscrit dans la volonté du gouvernement de procéder au démantèlement, et ce de façon résolue, de filières d'acheminement de drogue dans les quartiers, de vente de drogue, de manière à rétablir dans ces quartiers l'ordre public et la tranquillité. C'est la 3e opération d'envergure à la Castellane. 3 opérations pour 3 réseaux. En mars, le réseau de la Jougarelle, auteur de la fusillade contre la Tourca, était visé par les policiers. En juin dernier, la Tourca, justement, était considérablement amoindrie, avec une saisie record d'1 300 000 € et une vingtaine de personnes incarcérées. En moins d'1 an, ce ne sont pas moins d'une 60aine de suspects des seuls réseaux de la Castellane qui ont été interpellés. Une enquête d'envergure donc, qui ne se limite pas qu'au trafic, mais qui attaque les réseaux au portefeuille en ciblant les méthodes de blanchiment d'argent.
Une volonté policière d'amoindrir le trafic marseillais et un commerce de la drogue sans doute déstabilisé, mais reste à savoir comment il va se réorganiser face aux chutes des plus juteux points de vente marseillais. Au tribunal correctionnel de Montpellier, 3 ans après le match présumé truqué, c'est son Montpellier. Le procès du handballeur Nikola Karabatic, de son frère Luka et de 14 autres prévenus s'est ouvert ce matin. La défense demande la nullité de l'instruction et les frères Karabatic se sont montrés plutôt sereins. C'est ce que nous explique Ségolène Chaplin sur place. Concernant la demande de nullité de l'instruction, c'est plutôt une tentative des avocats des frères Karabatic qui n'a, je pense, pas beaucoup de chance d'aboutir. En tout cas, eux, les frères Karabatic, ont l'air plutôt sereins, tranquilles. Ils sont assis sur le même banc des prévenus, avec chacun à côté de soi sa petite amie. Ils se lancent parfois des regards complices, des sourires. Néanmoins, Nikola Karabatic nous l'a dit, il est assez pressé que ce procès qui vient tout juste de commencer se termine, et c'est d'ailleurs un peu l'esprit général ici. Rémi Lévy, le patron du club de handball de Montpellier, nous a dit qu'il avait envie que cette affaire soit vite réglée. Cette blessure qui aurait pu faire disparaître son club, nous a-t-il dit ce matin. Écoutez ses réactions au micro d'Éric Jossé. Je suis content que ça commence, mais je répondrai à la fin du procès. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de personnalisation du débat. Voilà, il y a un débat judiciaire serein. Après, c'est sûr que cette histoire a lourdement pénalisé le club. Voilà, mais je crois qu'il faut tourner la page à un moment et en terminer. Au cœur de ce procès, donc un match, celui de Cesson-Montpellier, un match donc qui a été joué par le club de Montpellier, et le matin même, la Française des Jeux a enregistré un pic anormal de Paris entre 10h et 10h15 précisément, pour un total de gains de 300 000 €. Alors la justice ne reproche pas aux joueurs de handball d'avoir parié, ça c'est une faute disciplinaire. En revanche, elle leur reproche peut-être d'avoir ralenti le jeu ou d'avoir fait exprès de perdre pour être sûr de gagner leur pari. Et ça, ce n'est plus une faute disciplinaire, c'est bien de l'escroquerie passible de 5 ans de prison. Nikola Karabatic, lui, dit qu'il n'a ni joué ce match, ni parié, et il attend d'être vite relaxé et de pouvoir sortir enfin de cette mauvaise passe. Les éleveurs bovins sont mobilisés aujourd'hui, lassés des effets de la crise que leur filière traverse, et pour se faire entendre, ils bloquent un certain nombre d'abattoirs. Plusieurs départements sont concernés, la Sarthe, fief bien sûr du ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll, mais aussi le Nord, image ici de l'abattoir de Maubeuge. Les professionnels de la filière réclament une action du gouvernement, des engagements concrets et durables. Mokhtar Belmokhtar est-il mort? Question sans réponse depuis ce matin. Des responsables libyens affirment que le chef djihadiste a été tué lors de frappes aériennes américaines en Libye. Le Pentagone confirme qu'il était bien ciblé sans toutefois valider les affirmations libyennes. Mokhtar Belmokhtar, lié à Al-Qaïda, est considéré comme le cerveau de la prise d'otage du site gazier algérien d'In Amenas. C'était en 2013. Julie Patin. Il était surnommé le borgne, le sanguinaire. Depuis 2 ans, le djihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar était traqué par l'armée française. Sa tête mise à prix par les Américains pour 5 millions de dollars. Mokhtar Belmokhtar, c'est l'homme qui a revendiqué la prise d'otage du complexe gazier d'In Amenas en Algérie. Une opération sanglante de 3 jours en janvier 2013 qui s'était soldée par la mort de 37 étrangers dont un Français. Le 14 juillet dernier, au Mali, nouvelle frappe symbolique du djihadiste algérien. Un soldat français est mort, victime d'un attentat suicide. Une opération revendiquée par le groupe Al-Mourabitoun, mené par Mokhtar Belmokhtar, un groupe qui a fait allégeance à Al-Qaïda. Mokhtar Belmokhtar, 42 ans, s'est formé très jeune au combat en Afghanistan contre les troupes soviétiques. Il rejoint ensuite les rangs des islamistes algériens avant de devenir un chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Déjà donné pour mort plusieurs fois, c'est cette fois-ci le gouvernement libyen qui annonce sa disparition. Une information encore non confirmée par le Pentagone qui indique tout de même avoir effectivement mené une opération contre lui. Et puis toujours à propos de terrorisme, 2 attentats suicides ont visé la police et le renseignement tchadien à N'Djamena, capitale du pays. Le ministère de l'Intérieur évoque de nombreux morts. Le Tchad engagé dans la lutte contre les islamistes nigérians de Boko Haram, mais aussi quartier général de la France dans son opération Barkhane de lutte contre les islamistes de la bande sahélienne.
Paris qui vient d'ailleurs de condamner ces attaques et d'assurer N'Djamena de son total soutien. La Grèce, François Hollande a appelé le Premier ministre Alexis Tsipras à reprendre le plus vite possible la négociation, alors que les discussions infructueuses hier entre la Grèce et ses créanciers ont tiré vers le bas la bourse de Paris et évidemment celle d'Athènes. Le porte-parole du gouvernement grec tient à rassurer. Il espère de nouveaux contacts avec les créanciers rapidement. Le ministre grec des Finances, quant à lui, a exclu une sortie du pays de la zone euro. C'est à dire dans une interview au quotidien allemand Bild ce matin. Et puis, toute autre chose pour finir, le cinéma et ce record, celui du plus gros démarrage de tous les temps, 511 millions de dollars de recettes dès son premier week-end d'exploitation. Il s'agit bien sûr de Jurassic World, film coproduit par Steven Spielberg. Il se retrouve en tête du box-office dans 66 pays. Le premier opus, Jurassic Park, avait déjà cassé le record, c'était en 1993. En générant plus de 50 millions de dollars de recettes lors de son premier week-end d'exploitation. Voilà Sébastien. Vous allez y aller ? Franchement non. Merci Hortense, merci Benoît. Restez avec nous dans un instant, on reçoit Judith Vintraube pour parler de toute l'actualité politique, mais d'abord le rappel des titres.